quelques coupures de presse pour commencer. Est-ce que les décès dus à la Covid-19 sont comptabilisés et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dire que seules 17 000 personnes sont décédées de la Covid ne serait pas erroné? Des certificats de décès falsifiés, faux, incorrects, ont eu un impact sur la Covid-19. Les données proposées par le gouvernement vraisemblablement ne reflètent pas les vrais décès dus à la Covid-19. Des coupures de presse comme ça, il y en a eu pendant toute la pandémie. Vous en avez certainement vu vous-même. Il y a eu un énorme débat sur cette question fondamentale de savoir si les données qui sont publiées, notamment par les gouvernements ou certaines entreprises, sont vraies. Est-ce que les chiffres ne sont pas gonflés? Est-ce que les chiffres ne sont pas manipulés? Ce problème, il a existé dans plein de pays différents. Il a existé évidemment aussi aux États-Unis. Ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la période de la Covid, c'est que toutes ces données étaient récupérées par des hôpitaux et envoyées au département de la santé, qui avait pour objectif de tout regrouper pour pouvoir publier ces données sous forme de dashboard, comme vous en avez vu énormément pendant toute la crise sanitaire. Ces informations étaient publiques, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen du monde, citoyen américain, pouvait accéder à cette plateforme et regarder ces données. Mais même avec une plateforme comme ça, ce n'était pas suffisant. Énormément de citoyens américains ont remis en cause la véracité des données qui leur étaient proposées. Encore une fois, ces mêmes questions. Est-ce que les données sont falsifiées? Est-ce que l'on peut faire confiance à ces données? Face à ce constat et face au manque de confiance de certains citoyens américains envers les données qui étaient proposées par le département de la santé, le CIO, le Chief Information Officer du département de la santé, a commencé à regarder quelles étaient les technologies qui pouvaient être utilisées pour apporter plus de confiance, ou en tout cas garantir aux citoyens américains que les données n'étaient pas falsifiées entre l'hôpital qui les collectait et le département de la santé qui les publiait. Ce monsieur, il s'appelle José Arrieta, et il a mis en place une plateforme qui s'appelle HHS Protect, qui utilise la blockchain comme un outil pour garantir l'intégrité des données. Qu'est-ce que ça veut dire garantir l'intégrité des données? C'est tout simplement s'assurer qu'à partir du moment où elles sont collectées et stockées, ces données ne vont pas être manipulées, modifiées dans le temps, et que si elles le sont, en tout cas on est en capacité de le voir et de le savoir. Grâce à cette plateforme, il a souhaité rendre possible le fait de pouvoir regarder un petit peu d'où viennent les données, s'assurer en tant que citoyen américain que ces données n'ont pas été falsifiées. Ça n'a certainement pas résolu le problème, mais en tout cas, ça a été un pas dans cette direction-là. Évidemment, le citoyen américain ne savait pas qu'on utilisait la blockchain derrière ce type de solution. Néanmoins, ça a été un des premiers grands exemples d'utilisation à très large échelle de la blockchain pour répondre à un enjeu d'intégrité des données. Une fois qu'on a dit ça, on a l'impression que c'est super, la blockchain, finalement, il y a des applications, on s'en est servi aux États-Unis à échelle fédérale, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'en discutant avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on en arrive au stade où vous avez des personnes comme moi qui viennent devant vous vous présenter des cas d'usage, des exemples d'applications, des choses qui ont réussi, des choses qui ont échoué. Mais on ne se pose plus une question assez fondamentale. En fait, on n'ose plus se la poser. C'est finalement, mais pourquoi la blockchain en santé? Et vous savez, c'est un petit peu comme ce phénomène où vous rencontrez une personne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 5e fois, vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas son prénom, mais il est un peu trop tard, vous n'osez plus lui demander. La blockchain, c'est un peu comme ça aussi. On en a tellement entendu parler qu'aujourd'hui, au bout de 5, 6, 7 ans que ça existe dans la santé, on n'ose plus vraiment demander « Non mais en fait, à quoi ça sert ?» Et c'est donc justement sur ça que j'aimerais revenir, le pourquoi de la blockchain en santé, pourquoi on s'intéresse à cette technologie, pourquoi est-ce que je suis là à vous en parler. La blockchain en santé, si je dois résumer sa proposition de valeur en une phrase très simple, c'est la suivante. On utilise la blockchain car plusieurs acteurs doivent partager des informations sensibles et aucun ne peut en garantir l'intégrité, je rajouterai, à lui tout seul. Ce qu'apporte donc la blockchain,
c'est un système qui permet de garantir l'intégrité de l'information dans le temps. Et donc, si vous voulez savoir si la blockchain est pertinente ou pas dans votre projet, il y a vraiment une seule question à vous poser. Est-ce que j'ai besoin de partager des informations? Et est-ce que je fais suffisamment confiance à un acteur pour en garantir l'intégrité ou pas? Si quelqu'un peut garantir l'intégrité de cette information, eh bien, vous n'avez pas besoin de blockchain. Mais s'il y a un doute sur la capacité d'un acteur central à garantir l'intégrité de vos données, potentiellement, vous pourriez avoir besoin de la blockchain. Donc si vraiment je résume tout ce que la blockchain apporte en un terme très simple, c'est de garantir l'intégrité de la donnée. Et ça, c'est important, et pourquoi je le mentionne, c'est tout simplement que vous allez certainement voir, ou vous avez peut-être déjà vu, beaucoup de mythes, beaucoup de fake news sur la blockchain. Des gens qui vous disent que la blockchain, c'est un peu une technologie miracle. Des gens qui vous disent que la blockchain, ça sert à sécuriser les données et qu'il faudrait vraiment mettre les dossiers patients dans la blockchain. Et puis après, au spectre opposé, vous avez aussi des gens qui vous disent que la blockchain, de toute façon, ça sert à acheter des armes et de la drogue sur Internet et que de toute façon, ça ne sert à rien. La vérité se trouve quelque part au milieu et la vraie proposition de valeur de la blockchain, c'est d'assurer l'intégrité des données. Mais alors, de quel type de données parlons-nous dans la santé ? Certainement, si je vous dis données sensibles dans la santé, vous avez plein de données qui peuvent vous venir en tête. Vous avez quelques exemples ici, des ordonnances, qui sont des documents qui sont très facilement falsifiables. Vous avez aussi des informations de traçabilité des produits, des dispositifs médicaux comme des médicaments. Vous avez également des consentements. Par exemple, avant d'entrer dans une étude clinique, le patient doit donner son consentement, c'est-à-dire qu'il doit dire qu'il a compris ce que cette étude clinique engendrait, dans quoi il allait se mettre, entre guillemets, et que du coup, il est d'accord et qu'il donne son consentement pour entrer dans cette étude. Ça peut être aussi des paiements, des remboursements, des accès aux données de santé, des mécanismes d'anonymisation des données de santé. Bref, il y a énormément d'informations, de données, de processus sensibles dans la santé dont on aimerait peut-être vouloir garantir l'intégrité. Alors, quelques exemples de choses qui existent aujourd'hui. Vous avez un premier exemple avec une start-up qui s'appelle Meditect. Cette start-up est implantée dans différents pays d'Afrique et leur objectif, c'est d'assurer une meilleure traçabilité des médicaments et lutter contre la contrefaçon. Alors pour eux, l'utilisation de la blockchain, c'est extrêmement simple. La blockchain leur sert à s'assurer que les informations de traçabilité qui sont proposées, qui sont issues d'un laboratoire, d'un fabricant de médicaments, on va pouvoir garantir leur intégrité dans le temps. Et que le pharmacien, au moment de délivrer son médicament, pourra comparer les données de traçabilité du médicament, le numéro de lot, la date de péremption, etc., aux données qui ont été stockées dans la blockchain et qui donc n'ont pas pu être modifiées ou falsifiées, voir s'il s'agit bien des mêmes. Si c'est les mêmes, c'est que c'est le bon médicament, en tout cas, il n'y a pas eu de contrefaçon. C'est une couche de sécurité supérieure pour s'assurer de la lutte contre la contrefaçon de certains médicaments. Un autre exemple, c'est celui de la NHS, qui est le système de santé en Angleterre, et une société qui s'appelle Everywhere. Vous le savez certainement, au début de la crise sanitaire, pour certains vaccins, dont les vaccins Pfizer, il fallait s'assurer que ces vaccins étaient conservés, je crois que c'était à moins 70 degrés. Alors effectivement, quand on est sur des températures aussi basses et aussi sensibles, on doit aussi pouvoir s'assurer que ces données ne sont pas modifiées et que s'il y a un problème, on peut tout tracer, on peut s'assurer que la chaîne du froid a bien été maintenue. Face à cet enjeu, la NHS a travaillé avec Everywhere, qui est une société qui produit les capteurs de température qui vont dans les conditionnements qui permettent de transporter les vaccins. Les données qui étaient captées par ces petits capteurs étaient ensuite renvoyées sur une blockchain qui permettait de les stocker et de les tracer, de sorte que s'il y avait un problème ou s'il y avait une rupture de la chaîne du froid, automatiquement on avait des notifications qui étaient à leur tour tracées et donc on pouvait s'assurer de l'intégrité de ces informations extrêmement sensibles. La plupart des exemples aujourd'hui d'utilisation réussie de la blockchain dans la santé, ce sont des exemples qui utilisent la traçabilité des médicaments, ou en tout cas des exemples dans le domaine de la logistique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des données qui sont certes sensibles, mais on n'est pas sur des données personnelles, des données identifiantes, ou en tout cas des données de santé.
Et donc ces cas d'usage, forcément, sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, puisque la nature des données même est beaucoup moins sensible que si on parlait, par exemple, de vos données médicales, de vos dossiers médicaux et de toutes ces informations-là. Il y a néanmoins des acteurs qui ont souhaité s'attaquer à ce sujet fondamental de est-ce que la blockchain peut aussi être utilisée dans le cadre des données de santé et non pas juste des données qu'on va appeler de logistique. Un exemple, c'est un projet européen qui s'appelle My Health, My Data. Ce projet européen est très simple. Il avait pour ambition de connecter différents hôpitaux entre eux pour que les chercheurs, les médecins de chacun des hôpitaux puissent avoir une visibilité complète sur toutes les données qui existent dans ces hôpitaux et donc qui puissent en demander l'accès. Par exemple, un médecin qui est dans l'hôpital A et qui souhaite mener une étude sur la prévalence du cancer du sein, mais qui ne dispose pas de suffisamment de données, puisque finalement c'est un hôpital dans lequel pas beaucoup de femmes sont traitées pour le cancer du sein, ou d'hommes d'ailleurs, eh bien, il va voir, grâce à My Health, My Data, que l'hôpital B, lui, détient un catalogue hyper important, beaucoup de patients qui souffrent de cancer du sein et qui ont été traités. Grâce à My Health, My Data, encore une fois, l'hôpital A peut faire une demande à l'hôpital B pour avoir accès à ces données et donc pouvoir mener son étude. Le tout, encore une fois, sur cette couche de transparence et de traçabilité qu'est la blockchain. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va aller frapper à la porte des hôpitaux. Et on va leur demander une chose très simple, est-ce que vous pourriez constituer un catalogue avec toutes les typologies de données dont vous disposez. Et comme ça, ce catalogue, on va pouvoir le montrer à d'autres hôpitaux qui vont aller un peu piocher, faire leurs courses sur votre catalogue de données. Ça, c'était l'idée initiale. La réalité, c'est qu'en l'espace de 3 ans, ils ont réussi à connecter 4 hôpitaux uniquement. Et la réalité, c'est aussi que quand on va s'intéresser aux données de santé, notamment à l'hôpital, il y a énormément d'enjeux qui apparaissent. Il y a cette barrière de la protection des données, où aujourd'hui, l'hôpital considère que la protection des données, c'est un petit peu l'objectif ultime qu'il faut avoir en tête, et que tous les autres objectifs d'innovation, de partage de données, ce sont des choses secondaires qui doivent s'adapter à ce cadre de protection des données. Et donc, il est extrêmement difficile de faire sortir des données de l'hôpital, et ne serait-ce que là, l'objectif, ce n'était pas d'en faire sortir, c'était juste d'avoir un catalogue. Eh bien, c'était extrêmement compliqué d'en mettre en place également. Néanmoins, cela nous montre qu'une technologie comme la blockchain peut aussi être utilisée pour créer des catalogues de données qui existent dans différents endroits, les stocker sur la blockchain pour s'assurer de leur traçabilité et de leur visibilité par plein d'acteurs différents, et ensuite, grâce à ce catalogue, permettre à des chercheurs, à des médecins, à n'importe quel acteur de la santé, d'avoir accès aux données, ou en tout cas d'en demander l'accès sur la base du catalogue qui lui est proposé. Donc ça, c'est un projet qui a fini il y a quelques années, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site. Vous allez avoir toute la documentation qui explique comment ce projet a été mis en place et aussi tous les résultats, puisque c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne, donc toutes les informations sont publiques. Un autre exemple, c'est celui du consentement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est l'idée de se dire qu'un patient, lorsqu'il entre dans une étude clinique, doit donner son consentement. Ce consentement, c'est une donnée sensible. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas l'inscrire sur une blockchain pour s'assurer que ce consentement n'est pas manipulé dans le temps, n'est pas falsifié à un moment, et que le patient, à partir du moment où il a donné son consentement, ça a bien été pris en compte. Et surtout, au moment où le patient retire son consentement, ça aussi, c'est pris en compte et c'est tracé. Des mécanismes comme ça, des workflows comme ça, plusieurs sociétés dans le monde en ont développé. Un exemple français, c'est une société qui s'appelle Docteur Data et qui a mis en place justement un workflow qui permet d'avoir la traçabilité de ces consentements de manière simplifiée et en s'appuyant sur une blockchain. Un dernier cas d'usage, qui celui-ci, je ne vais pas vous donner d'exemple de start-up, puisque c'est quelque chose qui est encore un petit peu théorique, même si certains ont essayé d'y aller, c'est de garantir l'intégrité des droits d'accès aux données. Je vous ai beaucoup parlé du fait qu'on peut garantir l'intégrité d'un document, d'une donnée. Mais on peut aussi garantir l'intégrité des droits d'accès à une donnée. On a eu la question tout à l'heure de savoir comment sont protégées les données de telle start-up et de telle start-up. Et ces questions, en fait, reviennent extrêmement souvent.
Vous avez sans doute entendu parler de beaucoup de scandales aussi en lien avec la protection des données, des fuites de données, du vol de données, des ransomware, etc., etc. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de sensibilisation à la protection de ces données personnelles. Puisqu'il y a ce sujet et qu'on sait que le grand public va de plus en plus s'intéresser à ça et va être vigilant à la façon dont les différents acteurs de santé protègent les données et les gèrent, il y a des acteurs qui se sont dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la blockchain, qui est vraiment une piste d'audit dans laquelle on écrit dans le marbre des informations, pour y stocker des droits d'accès aux données ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en tant que citoyen, vous allez pouvoir dire que, par exemple, votre dernière IRM que vous venez de passer, elle ne sera accessible qu'à votre médecin généraliste et à votre rhumatologue. Et ça, ces droits d'accès-là à la donnée, vous allez certainement les entrer sur une plateforme, une interface, et derrière, elles seront stockées dans la blockchain. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez défini ces droits d'accès, plus personne ne pourra venir et les modifier à votre place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini ces droits d'accès, c'est vous qui êtes en contrôle de vos données de santé. Et quand je dis ça, en fait, on ouvre un débat qui est énorme. C'est un débat sur qu'est-ce que ça veut dire être en contrôle de ces données de santé? Est-ce qu'on est légitime, en tant que citoyen, à être en contrôle de ces données de santé? Est-ce qu'on peut posséder ces données de santé? Est-ce qu'on veut vraiment les posséder, ces données de santé? Enfin bref, la liste de questions est vraiment interminable et je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Néanmoins, c'est pour ça que ce type-là de cas d'usage aujourd'hui n'a pas vraiment d'implémentation pratique et étendue. C'est parce que dès qu'on rentre dans ce sujet, en fait, on s'engouffre dans un domaine qui est immense et qui soulève plus de questions que n'apporte de réponses. Néanmoins, je vais continuer à soulever des questions, et des questions encore plus prospectives, puisque je voulais aussi vous parler du domaine du Web 3. Le Web 3, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette idée de se dire que le Web d'aujourd'hui, le Web 2 que nous connaissons, qui est un Web participatif, a le défaut, on peut dire, de concentrer la valeur et l'information dans les mains de certains géants de la tech que nous connaissons tous. Et donc la redistribution de valeur est assez faible. Ça, c'est ce qu'on reproche habituellement au Web 2. L'idée du Web 3, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système où, au contraire, nous, en tant qu'utilisateurs, que citoyens et que patients, on pourrait avoir beaucoup plus de contrôle sur la valeur qui est générée sur Internet. Et là, vous voyez le lien avec ce que je vous disais sur la protection, le contrôle et même le fait de posséder peut-être ces données de santé. Et donc l'idée que l'on se fait aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus seulement de blockchain. La blockchain, c'est bien, c'est une technologie, ça fait ce que ça fait, mais finalement, ça reste une petite pièce du puzzle. L'idée, c'est de se dire, si on pense Web 3, donc ce système beaucoup plus décentralisé, démocratique, entre guillemets, comment est-ce qu'on voit la blockchain venir fonctionner avec d'autres outils et d'autres technologies? Et ici, ce que je vous propose, c'est une vision parmi tant d'autres. C'est la vision de se dire que peut-être que la santé de demain, elle aura certes lieu dans le monde réel, mais elle aura peut-être aussi lieu dans un monde virtuel, qu'on peut appeler aujourd'hui le métaverse, que dans ce monde virtuel, le patient aura beaucoup plus de contrôle sur ses données de santé grâce à ce qu'on appelle des NFT, et que dans ce monde virtuel, on pourra aussi avoir une meilleure traçabilité des transactions et un meilleur contrôle sur ces données grâce aussi à la blockchain. Et donc en fait, quand on regarde ça comme ça, on se rend compte que dans ce grand monde du Web 3, la blockchain, c'est vraiment une petite pièce du puzzle qui sert à garantir l'intégrité des informations, mais qui a besoin de travailler avec d'autres outils et d'autres technologies. Et parce que j'ai parlé de NFT et que je ne voulais pas juste vous lancer le sujet et le laisser comme ça, je voulais faire un petit focus sur ce sujet qui est assez important, puisqu'il y a une étude qui est apparue dans Science, qui est un journal très reconnu dans le domaine médical, qui explique comment aujourd'hui les données de santé peuvent devenir des NFT et comment cela pourrait permettre aux patients d'avoir plus de contrôle sur leurs données de santé. L'idée, c'est de se dire, alors déjà, première chose, les NFT. Est-ce que dans la salle, vous êtes plus ou moins à l'aise avec les NFT ou pas trop? Je vois des têtes comme ça. Les NFT, c'est vraiment très très simple. C'est un acte de propriété sur un asset numérique. Ça veut dire que c'est un bout de code qui dit que
vous, en tant qu'individu, vous avez un droit de propriété, vous possédez un asset numérique. Cet asset numérique, ça peut être une image. Souvent, les NFT, ce sont des œuvres d'art ou des images. Ça peut être aussi de la musique, ça peut être des ordonnances, ça peut être n'importe quel asset numérique. Cet NFT vous donne le droit de propriété dessus. Donc si on transpose ça à la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, finalement, vous allez pouvoir avoir des NFT qui représentent vos ordonnances, vos dossiers médicaux, vos IRM, n'importe quel document ou donnée de santé qui est produite, disons dans le métaverse, pourra vous appartenir, ou en tout cas vous pourrez avoir un NFT de cette donnée qui prouve que c'est à vous. Et donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez prêter ces données, vous pouvez vendre ces données, vous pouvez donner accès à ces données, mais en tout cas vous êtes en contrôle. Et je dis ça en faisant abstraction de tout contexte juridique et légal, puisque ce que je décris n'a absolument aucune réalité pratique, mais c'est juste un effort d'imagination. Et donc, ce qui est décrit dans ce papier, c'est que finalement, au lieu d'avoir son portefeuille réel aujourd'hui avec des euros dedans, eh bien peut-être que dans le métaverse, on aura un portefeuille virtuel avec des NFT qui représentent nos données de santé, et que peut-être, un peu comme dans les Sims, on va se promener dans la rue, on aura notre wallet au-dessus de la tête, et puis des personnes qui voudront peut-être avoir accès à nos données de santé n'auront plus qu'à cliquer dessus, choisir les données qui les intéressent et demander si on est bien d'accord pour leur vendre. C'est un grand effort d'imagination, mais en tout cas, c'est peut-être là-dedans qu'on va arriver dans les prochaines années. Et donc, pour répondre à ma question initiale, le soufflet est-il retombé? Je vous laisse vous faire vos propres opinions, mais je vais vous donner quand même mon avis. Le soufflet, je ne vais pas vous faire de cours de cuisine, mais vous connaissez à peu près le concept, c'est que ça gonfle et puis ensuite ça redescend, si vous ne vous y prenez pas comme il faut. La blockchain, ça a fait exactement ça. Il y a eu une période immense de hype où tout le monde était à fond derrière la blockchain, on faisait des ICO, on investissait, on faisait un peu n'importe quoi. Ensuite, il y a eu une phase où on s'est dit, bon, finalement, cette technologie, beaucoup de promesses, mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose, donc en fait, on va se désintéresser, grosse déception, on va mettre ça sur le côté, finalement, on n'a pas envie de s'en préoccuper. Ça, c'était la phase de décroissance. Sauf que contrairement à un soufflet, aujourd'hui, la blockchain, elle rentre dans une phase de croissance plateau, c'est-à-dire qu'on n'est plus non plus à cette phase de hype où c'était la cour des miracles, mais on n'est plus non plus dans cette phase de déception complète, on a l'impression que ça ne servait à rien. On est quelque part in between. Et là, aujourd'hui, à partir de 2022 à peu près, donc de cette année, on rentre dans une phase où on commence à avoir des applications. On commence à avoir beaucoup de sociétés qui utilisent la blockchain sans même en parler, et ça, c'est une vraie preuve d'adoption. Et on commence à se projeter sur comment cette technologie va pouvoir faire partie d'un monde beaucoup plus large, qui est celui du Web3. Merci pour votre attention. Merci Ankar. Merci également pour cette photo de soufflet qui est venue, je crois, réveiller nos estomacs. Et on a le temps de prendre quelques questions, si vous le souhaitez. Oui. Merci Ankar, super présentation. Remercie pour ça. J'ai une question parce que vous avez cité l'exemple de US, de UK sur l'application de blockchain dans la thématique santé. Est-ce que vous pouvez faire une constat sur la France? Ou peut-être généralement Europe en général, est-ce qu'on est en retard? Comment vous percevez les acteurs, ce soit start-up, l'institution, l'État, comment on a perçu ça, blockchain dans la santé? Et ce développement. Merci. Absolument. Alors, un grand nombre d'exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples qui sont européens. Meditech, Doctor Data, My Health, My Data, tout ça, ce sont des projets européens. Donc l'écosystème européen est extrêmement dynamique. Un autre exemple aussi, si ça peut vous intéresser, c'est l'exemple de PharmaLedger, qui est un autre grand consortium qui, lui, est spécifiquement dédié aux utilisations de la blockchain dans la pharma. Donc aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que certes, au tout début, quand on parlait de blockchain, il y avait un énorme écart entre ce que faisaient les États-Unis, par exemple, et ce que pouvait faire l'Europe. Mais aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à se remettre à niveau, parce qu'on a bien compris en Europe, et ça c'est vraiment extrêmement important, que si on parle de blockchain, on est obligé de travailler ensemble, en consortium. Vous avez bien compris, c'est un système qui est décentralisé, qui fait appel à plusieurs acteurs. Et donc, on a un peu cassé cette idée qu'on peut faire de la blockchain chacun dans son coin. On a commencé à faire des consortiums vraiment très larges et très importants et à beaucoup investir dans cette technologie. Donc je pense qu'on a rattrapé le retard et aujourd'hui, on est un peu à égalité.
Merci. Est-ce qu'il y a une... Oui. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire signe avant. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. En France, peut-être pour rebondir à votre question, on a quand même ce qu'on appelle, enfin je travaille pour l'assurance maladie et il y a mon espace santé qui est quand même le dossier dans lequel on peut aujourd'hui mettre toutes ces données de santé qui sont, voilà, c'est pas une question, c'est une remarque, mais je pense que c'est une illustration concrète de ce que vous êtes en train de présenter, puisque aujourd'hui, on a les moyens, grâce à son numéro de sécurité sociale, de pouvoir intégrer dans mon espace santé tous ces documents de santé, ces ordonnances, ces comptes rendus d'hospitalisation. Les professionnels de santé aussi peuvent effectivement, si vous leur en donnez l'autorisation, intégrer aussi ces données-là. Et pour moi, c'est vraiment une illustration aussi de ce que vous êtes en train de dire, dans le sens où c'est l'utilisateur, et donc l'assuré, qui vraiment a la garantie de l'utilisation de ces données et qui donne l'autorisation ou non à tel type de professionnel de santé de pouvoir aller voir son dossier. Et c'est quelque chose qui n'est pas connu. Enfin, ça fait 3 jours que je suis là, que j'écoute vos conférences et en fait, ça ne sort pas. Mais voilà, aujourd'hui, on a cette chance en France d'avoir cet outil numérique qui vraiment va nous permettre demain de pouvoir, des personnes qui ont aujourd'hui 10 ans peuvent créer avec leurs parents leur espace santé et qui, dans 30 ans, auront tout leur historique médical qui sera conservé et de manière sécurisée puisque forcément tous les serveurs sont en France. Voilà, c'était juste une remarque. Merci beaucoup d'en avoir parlé, parce qu'effectivement, je n'ai pas osé en parler, mais je trouve que c'est formidable, mon espace santé. Je ne sais pas si vous l'avez ouvert, mais si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. C'est hyper bien fait. Et voilà, je ne dis pas ça parce que vous êtes intervenu, mais c'est vraiment, je le pense sincèrement, c'est un excellent outil pour pouvoir rassembler vos données de santé dans un endroit qui est sécurisé, avoir aussi beaucoup plus de contrôle sur la façon dont sont gérées ces données. Voilà, la seule différence par rapport à ce que moi j'ai dit, c'est la façon dont c'est géré. Bien évidemment, mon espace santé, c'est une organisation beaucoup plus centralisée qui n'utilise pas aujourd'hui la blockchain, peut-être qu'à l'avenir. Donc c'est vraiment ça la différence entre ce que je décris et mon espace santé. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage vraiment à aller l'ouvrir et ne serait-ce que vous renseigner sur ce que c'est si vous ne savez pas. Du coup, j'en profite pour te poser peut-être une petite question. Quels sont les freins, à ton avis, au déploiement de la blockchain ? J'identifie peut-être la compréhension de la technologie par les professionnels de la santé et par également les patients. Est-ce que tu vois d'autres freins ? Est-ce que c'en est un ? Pendant très longtemps, ça a été un frein parce qu'on est beaucoup entré par la technologie. On s'est dit, qu'est-ce que la blockchain peut faire pour moi ? Et donc, si je ne comprends pas ce que c'est que la blockchain, je ne vais pas comprendre à quoi ça me sert. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on rentre beaucoup plus par l'usage. On dit, j'ai cet enjeu-là de protection des données ou cet enjeu-là de partage des données. Qu'est-ce que je peux utiliser comme technologie ? Si c'est la blockchain, tant mieux. Si c'est autre chose, tant mieux aussi. Et donc, finalement, on parle presque même plus de blockchain. On va vraiment se focaliser sur l'usage et sur le besoin auquel on est en train de répondre. Par contre, effectivement, il y a des obstacles. Le premier obstacle, c'est une question très culturelle dans la façon dont les acteurs ont l'habitude de travailler. Aujourd'hui, on travaille, et puis ça on le dit tout le temps, mais je vais le redire, c'est un peu un mot comme ça, en silo dans la santé, c'est-à-dire que c'est chacun un peu dans son coin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, pour faire de la blockchain, on est obligé de ne pas travailler en silo. On est obligé de connecter des hôpitaux, on est obligé de connecter des entreprises entre elles. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que c'est forcément une question de mentalité, c'est une question de culture aussi. Et c'est peut-être là où c'est le plus difficile d'apporter du changement. Et pour moi, c'est ça le vrai obstacle aujourd'hui. Ce n'est pas la technologie, c'est rien de tout ça. C'est vraiment la capacité des personnes à travailler ensemble et à placer peut-être aussi l'innovation au-dessus d'autres préoccupations. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anka, d'avoir tracé aussi ces pistes pour le partage et l'intégrité de la donnée de santé.